Les maladies inflammatoires chroniques intestinales, qu'est-ce que c'est? 3 millions de personnes en souffrent en Europe. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Anne Buisson, vous êtes directrice adjointe de l'AFA Crohn RCH France, c'est une association, on va y revenir tout de suite, et le docteur Philippe Pouletti, vous êtes président d'Abivax et DG de Truffle Capital. Anne Buisson, alors, ces maladies, les MICI, les Mickey, comment on dit? MICI, Mickey? On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont deux maladies. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et puis, vous disiez, il y a 3 millions de malades en Europe et il y a en France 250 000 personnes qui souffrent de ces maladies. Et c'est pour eux que vous avez fait cette association. Tout à fait. Ce sont en général des jeunes gens qu'on diagnostique entre 15 et 25 ans. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association unique nationale de patients, notre objet, c'est de lutter contre ces maladies et puis d'avoir effectivement plusieurs missions. Donc, qu'est-ce que vous faites alors? Alors, la première vous financez mission, la recherche? Alors, effectivement, financer la recherche à travers bien sûr, partiellement, à travers un comité scientifique qui évalue des projets de recherche qu'on souhaite originaux. Et puis, on fait partie aussi de différents projets de recherche européens. On fait du lobbying aussi un petit peu? Alors, on souhaite être représentatif et représenté effectivement dans les institutions de santé. Et on souhaite aussi que ces maladies, qui sont quand même finalement assez peu connues, bien qu'assez fréquentes finalement, soient des priorités de santé publique parce qu'elles ont un impact majeur dans la vie des patients. Alors, donc, important aussi, donc l'assistance aux familles, l'assistance aux patients. Alors là, les vous faites plein de choses. C'est un peu le cœur de notre sujet, on est de notre objet et donc vous êtes présent avec eux à tous les instants, au moment du diagnostic? Alors, ce qu'on souhaite d'abord, c'est les informer, parce qu'on pense qu'effectivement, les patients, les familles, quand elles sont informées, ont déjà une forme de maîtrise quelque part de leur maladie. Et puis, bien sûr, les informer et aussi les accompagner, puisque tout au long de cette maladie, qui est donc une maladie chronique, il est important d'être là au quotidien pour essayer d'alléger un petit peu l'impact de la maladie au quotidien. Donc, on a un certain nombre de services, en particulier, puisque Vous avez des services originaux, on va en parler. Par exemple, vous avez un service de géolocalisation pour les toilettes. Alors, on parlera peut-être quand même des symptômes aussi de ces maladies, puisque ce sont des maladies digestives et dont les symptômes sont des diarrhées impérieuses, souvent et assez fréquents dans la journée. Donc, c'est vrai que pour alléger un petit peu le quotidien des malades, ce qui est important, c'est qu'ils trouvent assez rapidement des toilettes. Et donc, on a une application qui géolocalise effectivement les toilettes. On a aussi une carte urgence toilettes qui permet de faciliter l'accès aux toilettes auprès des cafetiers, des commerçants, quand ils ont des toilettes à disposition. Voilà, ça c'est quand ils ne veulent pas en fait, que les toilettes soient utilisées par des gens qui sont autres que leur clientèle. Là, vous avez la carte en disant, écoutez, je viens pas... Alors, il n'y a pas que la problématique des toilettes, puisqu'il ne faudrait pas focaliser sur un symptôme un peu stigmatisant, alors que finalement, il y a d'autres impacts, comme la fatigue, comme la difficulté quelquefois de poursuivre une scolarité ou un travail, suivant la sévérité finalement de la maladie. Et donc là aussi, à ces instants-là, on a un certain nombre de services, une diététicienne qu'on peut effectivement joindre dans la semaine, une assistante sociale qui permet de connaître ses droits. Et puis, on sait aussi que ce qui est important, c'est que les malades aiment bien savoir et se situer dans leur maladie. Et on a beaucoup de groupes de partage d'expériences à Paris, mais aussi partout en région, de gens qui parlent de l'expérience avec la maladie, qui échangent des trucs et des astuces, et qui ont une connaissance finalement de leur maladie qui mérite effectivement d'être connue et partagée. Dans d'autres spécialités, des patients experts? Tout à fait. Donc effectivement, c'est-à-dire des patients qui connaissent tellement bien leur maladie au quotidien, qu'ils en ont fait quelque part une forme de connaissance qu'ils partagent avec d'autres malades et qui peuvent même partager avec des médecins, puisqu'aujourd'hui dans les facs de médecine, vous avez des patients experts qui, dans les formations, viennent voir les médecins pour expliquer un petit peu quelle est la vie avec la maladie. Vous donnez de l'information aussi sur des thérapies complémentaires?
Oui, parce que le traitement médicamenteux, c'est une chose. D'ailleurs, on parlera sûrement probablement des traitements tout à l'heure. Il y a de plus en plus de traitements dans ces maladies. Et donc, ces traitements, même s'ils sont suspensifs, arrivent quand même à mettre les patients en rémission. Et il y a quand même autour de la maladie des difficultés générées par exemple par le stress, l'appréhension de la poussée. La fatigue aussi est assez persistante même en dehors des poussées de la maladie. Et pour ça, on a un certain nombre de modules d'activité, d'activité physique, de relaxation, qui permettent finalement de recourir aussi à des méthodes, des techniques qui sont plus douces pour pouvoir mieux gérer au quotidien, mieux aller, être dans un mieux-être au quotidien la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Donc c'est important. On a parlé de la vie des malades et puis du rôle de votre association. Là maintenant, je me tourne vers le médecin. Vous pouvez intervenir à tout moment quand même. Je me tourne vers le médecin. La définition de ces maladies inflammatoires, alors qu'est-ce que c'est? Alors l'inflammation, c'est quoi? Vous, moi, Buisson, on peut se défendre contre des bactéries, des virus, des agressions, des cellules cancéreuses grâce à une réaction inflammatoire et un système immunitaire qui en général va faire une poussée aiguë pour se débarrasser de l'agression et puis après ça revient à la normale. Mais dans certaines maladies comme la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, mais aussi la polyarthrite rhumatoïde qui touche les articulations, le psoriasis qui touche la peau, eh bien ces réactions inflammatoires deviennent chroniques. Il n'y a pas le frein naturel qui va les ramener à la normale. Et au lieu de combattre des bactéries ou des virus, cette réaction inflammatoire va attaquer nos propres cellules. Dans le cas de la maladie de Crohn, c'est la muqueuse du rectum, du côlon, qui va être attaquée dans la rectocolite hémorragique. Maladie de Crohn, c'est d'autres zones de l'intestin. Polyarthrite rhumatoïde, ce sont les articulations. Alors, la situation des malades, justement, aujourd'hui, par rapport à ces maladies chroniques, parfois invalidantes, oui. C'est quoi la situation du malade aujourd'hui? C'est quoi les traitements? C'est selon les formes et leur sévérité, d'avoir des traitements modérés qui vont freiner un petit peu la réaction inflammatoire, d'escalader avec des médicaments comme le méthotrexate, les stéroïdes. Mais malgré cela, eh bien, beaucoup de malades ont des maladies chroniques et invalidantes. Et à ce moment-là, il faut passer à d'autres médicaments. Il y a une révolution il y a 10-15 ans avec les anticorps monoclonaux, notamment anti-TNF. Le TNF, c'est une des molécules qui est un signal entre plusieurs cellules de la réaction inflammatoire, et en freinant cette molécule, eh bien, on arrive à freiner, et parfois, assez souvent, à avoir des rémissions complètes. Mais malgré ces nouveaux traitements, qui coûtent très cher, il faut le dire, il y a des malades qui sont soit totalement résistants, soit qui vont devenir résistants à ces médicaments au bout de, par exemple, plusieurs mois ou années. Donc, il faut d'autres médicaments. Alors, il y a des malades, mais ce n'est pas tous les malades. Vous m'aviez dit que c'était 40% à peu près, ce que vous me disiez. De résistance aux anticorps monoclonaux anti-TNF. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas à généraliser. Non. D'accord. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui, effectivement. Vous avez effectivement des formes de maladies d'une sévérité variable. Toutes les maladies n'auront pas besoin d'anti-TNF, en effet. Mais ces anti-TNF, qui sont un mécanisme d'action, effectivement, peuvent avoir à un moment donné oui, une inefficacité qui fait qu'on est obligé de passer à un autre traitement avec un autre mécanisme d'action. Alors vous travaillez en ce moment. Alors, on va prendre toutes les précautions d'usage pour ne pas donner des faux espoirs aux gens, pour ne pas leur dire que ça va être un traitement miracle qui est disponible demain en pharmacie, mais vous travaillez sur un nouveau principe en ce moment, et ça s'appelle, alors c'est un nom un peu barbare, c'est l'ABX 464, mais cet ABX 464 qui est actuellement en phase d'essai 2B, donc c'est déjà quand même assez avancé, c'est quoi le mécanisme? Comment ça fonctionne? Alors avec Abivax et en collaboration avec le CNRS, on a commencé il y a 10 ans ces travaux de recherche, on s'est intéressé à un nouveau mécanisme dans la réaction inflammatoire et notamment de induire un frein naturel de l'inflammation. Je vous disais tout à l'heure que la réaction inflammatoire, elle doit pouvoir se produire, il faut la freiner. Donc, avec Abivax et nos équipes de R&D, on a regardé comment stimuler ce frein naturel. Et ce frein naturel, sans rentrer dans les détails, c'est un micro-RNA qui s'appelle le MIR124, qui est stimulé par la BX464.
naturellement par l'organisme. Et c'est lui qui, en fait, si j'ai bien compris, on a une inflammation, on se défend. À un moment, l'inflammation doit stopper. Exactement. Le MIR 124 est sécrété naturellement par l'organisme et ça stoppe l'inflammation. Le MIR 124, il va dire aux différents soldats de l'inflammation, voilà, on arrête, les gars, rentrez chez vous à la caserne. Sauf qu'il ne le dit pas tout le temps. Sauf et là, vous lui dites, au MIR 124, vous lui dites, allez, le MIR 124, faut aller porter le message. Il faut aller porter le message. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup de recherches précliniques avant d'engager les premiers essais cliniques. Et la bonne surprise dans l'essai clinique qui est dit de phase 2A, dont les résultats ont été publiés il y a quelques mois, et les résultats nouveaux vont être publiés très prochainement au Congrès américain dans le domaine, en fait, la semaine prochaine, c'était de voir qu'effectivement, dans un essai en double aveugle, contre placebo, sur des paramètres à la fois cliniques, c'est-à-dire moins de sel, moins de fatigue, moins de douleur, etc. Des paramètres endoscopiques, c'est-à-dire on va regarder la muqueuse avec un endoscope pour voir si elle est inflammatoire ou elle est saine, et sur des paramètres biologiques, parce qu'il y a des marqueurs de l'inflammation, eh bien, il y avait une efficacité que les cliniciens spécialisés dans le domaine ont jugée impressionnante. Maintenant, avec prudence, il faut dire, c'est 32 malades, c'est un premier essai, mais c'est très encourageant et c'est pour ça que le Canada, par exemple, et d'autres pays ont l'autorisation d'entamer les 7 phases 2B. Les 7 phases 2B va consister sur un beaucoup plus grand nombre de malades, là encore un essai contrôlé en double aveugle, à évaluer la meilleure dose. C'est un médicament facile à en prendre, une gélule par jour. C'est une gélule par jour. Une gélule par jour, soit à 25, 50 ou 100 mg, et avec un suivi des malades qui va aller jusqu'à 2 ans. Et bien sûr, en dehors de l'efficacité, il stimule le MIR 124, mais il stimule que le MIR 124 ? Il y a des effets secondaires ou c'est spécifique du MIR 124 ? C'est une très bonne question. Le mécanisme semble effectivement très spécifique. Maintenant, il faut être prudent parce que la bonne tolérance d'un produit, ça se juge bien sûr dans des études de toxicité chez l'animal avant de commencer chez l'homme, mais vous pouvez avoir parfois des effets secondaires que vous ne verrez que chez un malade sur 100, 200, 500. Donc à ce stade, on peut dire que les résultats sont prometteurs et encourageants, mais en aucun cas de dire que le développement est finalisé. Anne Buisson, votre association, elle se tient au courant de la recherche. Vous la connaissiez Les malades connaissent évidemment cette étude, et nous-mêmes dans les congrès, on a ramené déjà ces nouvelles des congrès, en particulier européens. Donc effectivement, on attend de voir comment ce sera sur plusieurs patients et surtout la phase 3. Centaines de patients. Voilà. Écoutez, moi je dirais, on attend et on espère, pour les patients que tout se passera bien, parce que beaucoup justement espèrent par rapport à ces maladies. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Anne Buisson, je rappelle, le site de votre association, c'est www.afa.asso.fr, et Dr Pouletti, on espère que ça va rapidement changer la vie des patients. Merci beaucoup à tous les deux, à très bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, portez-vous bien.